Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé la pluie automnale bordelaise pour nous rejoindre pour ce deuxième jour des Hypermondes. Et pour cette table ronde, il y a déjà quelqu'un. Voilà. Mondes et vie extraterrestres. Pour commencer, j'adore, j'ai une fascination pour cette citation, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, qui nous dit déjà que Lovecraft était présent en germe dans la pensée de ce monsieur qui, pour les plus jeunes de cette assemblée, ne savent pas qu'il était le visage des billets de 500 francs. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai cette référence-là. Imaginez un peu sur les centaines de milliards de systèmes solaires dans notre Voie lactée, démultipliés sur l'estimation, disons, de 2 trillions de galaxies dans notre univers, et si, au milieu de tout ça, nous étions seuls. L'angoisse totale. D'autant plus seuls avec le gouvernement Barnier. Non, pardon, pas de politique, pardon. L'horreur. Bref. On va commencer fort. C'est pour réveiller un peu, là. Après le café, on se met en forme. Voilà, la formule de Pascal date de 1670, bien avant l'émergence de ce qui deviendra une littérature de science-fiction, même si évidemment Rabelais, Micromégas, etc. Mais c'est pas le lieu de refaire cette histoire ici. Face à ce vide et à ce silence vertigineux, la science-fiction a donc créé des voix, des présences, qu'elles soient animales, végétales, humanoïdes, mécaniques, toutes sortes de présences destinées à peupler cet univers si vide et si hostile. Comment imaginer la vie dans ces nouveaux mondes étranges, comme le veut la formule consacrée, et dans un autre contexte que celui que nous connaissons ici sur Terre? Est-il possible de s'affranchir de notre prisme anthropomorphique pour imaginer ces autres formes d'existence? Y a-t-il une limite au vraisemblable où tout est-il possible? Eh bien, voilà, c'est un peu le programme que je vous suggère, que je propose à mes 3 intervenants de qualité. La marraine de cette édition d'Hypermonde, Danielle Martinigol, romancière, autrice notamment, mais faut-il encore la présenter, des Abîmes d'Outre-mer, lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire. Bonjour Danielle, merci d'être avec nous. Luce Baster, tout de suite à ma gauche, romancière, autrice notamment de La Débusqueuse de Monde. Bonjour Luce. Et le patron Roland Lehoucq, faut-il le présenter, astrophysicien, auteur d'innombrables ouvrages d'analyse de science-fiction, notamment récemment Scientifiction, la physique de l'impossible, et grand chef, grand mamamouchi des utopiales. Bonjour Roland. Alors, quelle est la première forme de vie quelle est la première forme de vie extraterrestre qui vous est marquée par sa différence dans vos imaginaires, et pourquoi la femme esclave Orion à la peau verte dans la série Star Trek originale? Roland, pour commencer. On a tous l'image en tête. Enfin, pour ceux qui connaissent, voilà. Bon. Ouais, y a-t-il des jeux? Mais il n'y a pas de jeunes dans la salle, donc c'est bon, on est entre nous. Moi, je suis vieux, mais je ne connais pas la référence. Mais je vois bien, il y en a effectivement dans Star Trek, il y en a. Je ne sais pas quelle est la forme extraterrestre qui m'a le plus marqué. Je me rappelle avoir lu Le Nuage Noir de Fred Hoyle il y a longtemps, qui n'est pas un roman extraordinaire, mais en tout cas, j'avais trouvé étonnant l'idée d'un être gigantesque qui soit à l'échelle d'un système solaire quasiment, et qui vienne se nourrir aux étoiles. Et du coup, les humains sont plongés dans cet être diffus, mais qui pense. Mais comme il a une pensée très lente, c'est un peu compliqué d'échanger avec lui. Dire, allez non, pousse-toi de là. Le temps que ça fasse 3 fois le tour du cerveau, si j'ose dire. Voilà. Et donc, j'avais trouvé cette idée assez fascinante. Je dirais Le Nuage Noir de Fred Hoyle. C'est un extraterrestre, pour le coup, enfin un être qui est très différent de ce que l'on voit habituellement, mettons, au cinéma, ou pour des raisons assez évidente sans doute. Il y a beaucoup d'humanoïdes, on comprend, ça permet de comprendre un peu le personnage qu'on est en train de regarder, même s'il n'est pas comme un humain, il ressemble à un humain. Daniel? Alors moi j'ai découvert la science-fiction avec la collection de mon grand-père du Fleuve Noir Anticipation. Il y avait des couvertures très colorées, alors je suis incapable de vous dire laquelle particulièrement m'a servi de déclencheur. Mais quand j'ai trouvé ça tout à fait par hasard dans la chambre où je dormais chez mes grands-parents, ces petites fusées au dos, ces couleurs accrocheuses, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai commencé à lire, j'ai pu lâcher, hein. J'ai lu toute la collection. Ils sont chez moi, hein. Ils sont en bonne position dans mon dos, juste au-dessus de ma tête, pour me faire une auréole. Et
Alors donc, en fait, j'ai découvert la science-fiction par l'illustration, moi. Ça peut paraître étonnant. J'ai pas vraiment un monde, un univers, une planète particulière, mais c'était ce flash très très intense de décors différents, d'illustrations différentes sur les couvertures des livres, qui a fait que je me suis lancé là-dedans. Et puis bon, je reviendrai peut-être sur les détails après. Mais pour moi, c'est très, très important. La couverture du livre est essentielle pour moi parce que je pense que c'est quelque chose qui est le plus fabuleux déclencheur, c'est l'image, hein, c'est sûr et certain. Et Luce? Ben alors moi, on va revenir à Star Trek parce qu'en fait, je crois que le premier extraterrestre qui m'a impressionné, vu vite fait, alors que j'étais allée cogner à la porte des gens qui nous hébergeaient pour leur demander du beurre ou quelque chose comme ça. Et la télévision, ben, il y avait Star Trek. Et donc le premier extraterrestre que j'ai vu, c'était Monsieur Spock. C'est marrant parce que en fait, je parle de la femme à peau verte, de l'esclave d'Orion. Moi, en tant que gamin, mon souvenir, qui est un souvenir terrifiant, c'est cet épisode avec l'extraterrestre qui changeait de forme et qui consommait le sel dans le corps des êtres humains, qui était une espèce de truc avec des espèces de ventouses au bout des doigts, qui se révélait être un monstre à la fin. Oui. Et ça vous dit quelque chose, oui? Ouais. Oui, ça fait partie des épisodes de Star Trek qui m'ont flippé. Oui. C'est le mangeur de sel, on s'en souvient bien. Peut-être, Roland, un mot quand même pour la partie scientifique. Aujourd'hui, on peut dire que même si on n'a aucune preuve de l'existence d'une vie extraterrestre, il y a tout de même une sorte de consensus dans la communauté scientifique pour dire que les probabilités sont très en faveur de l'existence d'autres formes de vie dans l'univers. Oui, alors le problème, c'est que ces probabilités ne sont pas faciles à estimer, parce qu'une probabilité, c'est un nombre d'événements favorables divisé par un nombre d'événements total. Donc j'ai un dé à 6 faces, je veux faire le 1, il y a un événement favorable, 1, et puis il y a 6 possibilités, j'ai une chance sur 6. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien il y a d'événements favorables, enfin on sait qu'il y en a au moins un. Il y a sans doute une vie intelligente sur Terre. On ne l'a pas encore trouvé. Ouais. Et après, il y a des mondes. Alors ça, des mondes, il y en a, des possibles, il y en a. Alors c'est vrai que devant l'énormité des nombres, quand on sait qu'une galaxie comme la nôtre a 150 à 200 milliards d'étoiles, que typiquement il va y avoir 3-4 planètes par étoile, on en connaît, en les ayant détectés indirectement, moins de 6000, mais on sait que sans doute il y a quelques planètes par étoile, ça fait toutes des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie, et comme tu disais tout à l'heure, il y a des milliers de milliards de galaxies dans notre univers, donc dès qu'on fait le produit, on se dit, c'est vraiment, il y en a beaucoup, ça fait beaucoup de planètes tout ça. Donc c'est quand même incroyable, c'est ça en termes de probabilité, on a du mal à croire que dans un nombre aussi gigantesque, tout soit vide de vie. Alors en fait, comme on n'en sait rien, on devrait dire on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à favoriser l'hypothèse. Il y a une vie, en tout cas elle est cherchée. Il y a des programmes de recherche pour essayer de localiser une vie passée qu'on espère être apparue sur Mars, mais on n'en sait rien du tout. Et puis il y aurait l'idée, enfin l'envie d'aller explorer d'autres mondes du système solaire, notamment les lunes glacées de Jupiter ou Encelade pour Saturne, et puis éventuellement d'autres mondes, d'autres exoplanètes. Là, pour le coup, les explorer, ça va être compliqué, elles sont lointaines, on ne peut les voir que de l'extérieur. Essayer de se faire une idée, est-ce qu'il y aurait ce qu'on appelle des biosignatures. L'observation de loin de la planète donnerait des indications sur la possibilité ou les conditions de surface qui pourraient ouvrir la possibilité d'une vie de surface. Parce que c'est toujours pareil, il y a aussi ce biais de, quand on parle de vie, on imagine un truc un peu gros comme ça peut déjà être une petite bactérie, un petit machin tout petit qu'on ne voit pas à l'œil nu, et on pense souvent vie, mais on n'imagine pas qu'il y a de la vie, enfin on n'imagine pas, on le sait sur Terre, qu'il y a de la vie au fond des abysses, il y a des vies dans les cavernes, il y a des vies qui n'ont pas besoin d'une étoile pour survivre, par exemple, de la lumière d'une étoile. Et donc, on n'aura que des indices éventuellement d'une vie de surface. Ce sera des indices, il faudra aller sur place pour le vérifier, ça ne sera pas si simple. Donc, évidemment, on a envie d'y croire, ça c'est clair, on a envie d'y croire. Les nombres ont l'air d'être en faveur d'eux, on ne peut pas chiffrer la probabilité, et il y a beaucoup de programmes de recherche qui cherchent qui tentent de montrer, qui essayer de trouver des indices d'une vie présente sur d'autres planètes ou passée sur Mars. Peut-être présente sur Mars, on ne sait jamais, mais en tout cas pas à la surface. Luce, tu voulais dire quelque chose, non ?
Non, non. Et alors peut-être faire un sort aussi au paradoxe de Fermi rapidement en quelques mots. Mais si les probabilités sont très en faveur, pourquoi ils nous ont pas contactés? Pourquoi on n'a pas de preuves? Pourquoi on les entend pas? Oui, c'est ça. Le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, il est fondé, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce nom-là, il est fondé par un physicien qui s'appelle Enrico Fermi, un physicien italien qui a migré aux États-Unis un peu avant la Seconde Guerre mondiale et qui s'interrogeait. Alors c'est rapporté dans une discussion de déjeuner et se disait. Où sont-ils? Où sont les extraterrestres? Et pourquoi il se demande où sont les extraterrestres? Il s'attend à ce qu'on en ait des traces sur Terre, parce que finalement, voyager d'une étoile à une autre, c'est pas facile, mais même si on prend du temps, même si on prend 300 ou 400 ans, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont à des fractions, 1% ou 2% de la vitesse de la lumière, ce qu'on ne sait pas faire actuellement du tout, ben, il faut que 300 ou 400 ans pour aller d'une étoile à une autre. Bon, imaginons ça se fait, les gus arrivent sur place, croisés et multipliés, ça on sait faire. Bon, 1000 ans plus tard, il y a du monde, ils disaient c'est bon, on va envoyer un autre vaisseau, et puis de fil en aiguille, ça fait une sorte de réaction en chaîne de propagation du nombre de colonisation ou d'exploration de la galaxie, et même avec des durées aussi considérables de plusieurs centaines d'années de durée de voyage entre deux étoiles, et des durées où on laisse 1000 ou 2000 ans pour croiser et multiplier sur le nouveau monde, en écrasant glorieusement l'écosystème local, eh bien, ça laisse, il faut 100 millions d'années pour visiter, une estimation un peu vite fait sur le gaz, de physicien, donc en ordre de grandeur, il faut 100 millions d'années pour explorer l'intégralité des planètes de la galaxie. 100 millions d'années, c'est énorme, mais en fait c'est énorme à l'échelle de l'humanité, mais c'est rien à l'échelle de la galaxie, à l'échelle de la durée de vie d'une étoile qui se chiffre en milliards d'années. Et le Soleil lui-même fait le tour de notre galaxie en 250 millions d'années dans le mouvement de rotation de notre galaxie spirale. Donc 100 millions d'années, c'est un nombre, même si c'était 200 ou 300, ça reste un nombre assez petit. Et donc, d'où la question, mais alors, ils sont où ces cons-là, quoi? Parce que s'il y en a un qui a commencé la galaxie à 10 milliards d'années, il y en a bien des guignols qui ont commencé à faire le plan il y a 3 milliards d'années, bah, ils ont eu 10 fois le temps de venir ici sans problème, quoi. Donc c'est où les traces? Alors, il y a plein de réponses possibles, dont l'une à l'époque était proposée par les physiciens, qui était c'est les Hongrois. Alors pourquoi c'est les Hongrois? Pourquoi c'est les Hongrois? Parce qu'il y a un certain nombre de physiciens hongrois qui avaient émigré aux États-Unis, von Neumann, j'oublie tous les noms, enfin un certain nombre qui étaient des très grands physiciens et qui étaient brillantissimes et qui ont travaillé notamment sur le projet Manhattan et sur un tas d'autres problèmes de physique aux États-Unis, qui ont immigré de l'Europe en guerre à l'époque. Et donc, comme ils étaient tous brillants et tous hongrois, on dit les extraterrestres, c'est les Hongrois, ça c'était une réponse possible, ils sont déjà là. Et l'autre possibilité, c'est elles sont multiples, et elles sont toutes très humano-centrées. Il y a l'hypothèse du zoo, ils sont là, ils nous regardent, mais ils touchent à rien, ils nous ignorent parce qu'on est des guignols, ils nous surveillent, et puis dès qu'on déconne, ils nous mènent un coup de latte. Enfin voilà, donc il y a plein de possibilités. Ils sont tous morts, ils sont là, mais ils sont peu le temps d'arriver. Enfin, il y a plein de réponses, mais qui sont très humano-centrées et qui en fait en disent plus sur nous que sur les extraterrestres finalement. Et alors, je suis entièrement d'accord. Et alors, on se confronte très vite, je me retourne vers Luce et Daniel, à un problème quand on est autrice ou auteur, c'est de se dire, mais cette vie qui n'existe pas, dont on peut imaginer qu'elle est radicalement différente de la nôtre, comment est-ce qu'on l'imagine? Comment est-ce que quand on s'attelle à une œuvre de science-fiction, on décide de ce à quoi vont ressembler ou quels sont les paramètres qu'on utilise pour décrire des espèces qui ne sont pas des êtres humains? Daniel. Vous avez 3 heures. je les fabrique avec des choses que j'aime, moi. Comme ça me rassure quelque part. Par exemple. J'ai créé Outre-mer comme planète maritime parce que j'adore la mer, j'adore l'océan, j'aime me baigner, j'aime nager, etc. J'aime être dans l'eau. Et ça m'a paru assez intéressant de voir ce que ça pourrait donner qu'une planète maritime. Je pense avoir à peu près réussi à créer un univers cohérent qui tienne debout. C'est ça le plus difficile. Hein. C'est pas tellement de commencer. Hein. C'est que ça tienne la route, si j'ose dire. C'est que ça tienne la route. Moi, c'est ce qui me passionne. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça. C'est me heurter à la difficulté. Alors c'est très pompeux de dire j'adore me heurter aux difficultés de l'univers, mais quelque part c'est ça. J'écris de la science-fiction parce que dès le début, quand j'ai commencé à en lire, je n'ai plus jamais regardé un ciel étoilé de la même façon. Et je pense que les fans de science-fiction, enfin il n'y a pas un fan de science-fiction qui lève pas le nez à une nuit étoilée. Hein. C'est pas possible. On est tous intéressés par ça.
qu'est-ce qu'il y a là-haut? Alors, moi, j'ai pas trop peur des extraterrestres. Je pense qu'ils se foutent de nous comme de l'an 40. On n'est pas grand-chose, on est petit, on n'est pas très menaçant. Si vraiment ils nous surveillent, ils se disent, bon, écoutez, ceux-là, on va les laisser de côté pour l'instant, on a plus gros morceaux ailleurs. Et puis... Mais c'est des réactions très humaines, ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. C'est une réaction très humaine. Je les vois quelque part, moi, comme étant justement des gens, si ce sont des gens ou des machins ou des trucs ou des nuages, je sais pas quoi, mais qui ne sont pas obligatoirement intéressés par nous au premier chef, quoi. Pourquoi est-ce qu'on serait dans cet égocentrisme de dire qu'ils veulent absolument venir nous voir, etc. Non, nous voir, nous envahir et nous massacrer. Oui. Alors il y a cette éventualité-là, nous voir, nous envahir, nous massacrer. Mais s'ils veulent vraiment le faire, ils le feront. Nous manger. Bon, pour le moment, on s'en sort très bien tout seul, on n'a pas besoin d'extraterrestres. Somme toute, finalement. C'est ça. Oui. Sauf si Donald Trump est d'une race extraterrestre qui le rendrait d'un seul coup intéressant. C'est la seule chose qui pourrait le rendre un peu intéressant. Luce, voilà, comment on échappe, mais justement, vous le dites, Daniel, comment on échappe en tant qu'autrice, est-ce qu'on a envie d'ailleurs d'y échapper, j'en sais rien, c'est une question que je pose, aux pièges ou aux écueils de l'anthropomorphisme? Est-ce qu'on a envie de s'en détacher, c'est-à-dire de se dire je vais vraiment faire l'effort d'être le plus loin possible, ou est-ce qu'au contraire on assume de faire des races extraterrestres qui nous ressemblent un peu de près ou de loin? Dans pas mal de vos romans, c'est plus les structures sociales que vous interrogez, oui, plus que la nature, oui, vraiment de différente des extraterrestres. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de manipuler mes pions, essayer de voir si ça fonctionne, pousser des grands cris de découragement. Je dis, ce roman, on ne veut plus en entendre parler. Bon, heureusement, j'ai un mari qui me pousse et qui me dit, dis donc, au fait, tu te rappelles quand même que tu as déjà signé un contrat? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ça aide quand même à s'y remettre, quoi. Et donc, c'est un petit peu ce genre de choses. Moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif, de toute façon. Hein. Et puis, je pense que mes planètes, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y aller. Je me fabrique des petits rêves comme ça, quoi. Si je pouvais aller sur Outre-mer, si je pouvais aller sur Vedem ou Irgan, j'aimerais bien. Alors, je me contente d'y aller avec mon clavier. Et puis aussi le soutien formidable de mes illustrateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir des illustrations faites par Manchu, qui est un illustrateur de science-fiction extrêmement renommé, qui est un ami de longue date, il me demande pas mon avis, parce que c'est pas, il sait que j'y connais rien du tout, mais qui va essayer, en dialoguant, en discutant, etc., de représenter des choses comme je les vois un petit peu. Mais il y ajoute toujours sa patte. Hein. Manchu est un illustrateur qui met toujours sa petite touche à lui. Hein. Alors là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un roman où les vaisseaux spatiaux prennent l'apparence d'une statue Moai de l'île de Pâques. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit... Tu me facilites quand même pas la tâche. Alors, je lui ai dit, tu vas faire relever le défi ou pas? Il dit, comment veux-tu que j'ai pas envie d'essayer d'illustrer, de faire un vaisseau spatial qui a la gueule d'une statue Moai? Et il me dit, pour moi, c'est tentant, quoi. Voilà. Alors ça, moi, j'aime travailler comme ça, avec des discussions, des contacts, des personnes qui me poussent, qui me... Je suis pas capable, toute seule, de me motiver suffisamment. Je ne sais pas comment font les gens qui écrivent vraiment tout seuls dans leur coin. Moi, j'ai toujours eu de l'aide, quelque part. Alors, voilà, je ne vais pas accaparer obligatoirement tout le temps, mais... C'était quoi la question? C'est pas grave. Je vais la reposer à Luce. Comment je pense par exemple dans le temps des étoiles, il y a une exploration spatiale, différentes formes de vie. C'est quoi le point d'accroche pour trouver des... Le temps des étoiles. Je me suis trompé? Merde, pardon. Je me suis complètement trompé. Non, la débusqueuse de monde, dans la débusqueuse de monde, le chant des Fenjik. Non, je me suis trompé. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Le temps des étoiles, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Attends,
Non. Heureusement, il y a d'autres moyens d'avoir accès. Non mais je sais pas avec quoi j'ai confondu. Bon, autant pour moi. J'ai que 3 romans Désolé, Luce. J'ai que 3 romans d'édité. Moi, au niveau des extraterrestres, il y a effectivement il y a l'imagination, tout ce qu'on a envie d'imaginer et tout ce qu'on peut faire. Et après, il y a aussi l'histoire que tu veux raconter. Si tu fais pas un minimum d'anthropomorphisme, c'est assez difficile de raconter une histoire qui va... Alors, une nouvelle, je dis pas, mais sur un roman, je pense qu'il faut quand même que ça puisse toucher à l'humain. Donc, on va revenir un peu à des choses qu'on a en commun. Et automatiquement, on va forcément revenir un peu vers de l'anthropomorphisme. Alors que j'ai des histoires où, par exemple, dans le champ des Fenjik, j'ai une humaine. Tout le reste, c'est des extraterrestres. Et des formes de vie, des fois, assez différentes, puisque mes vaisseaux sont carrément vivants et intelligents. Avec 2 types d'intelligence, puisque j'ai leur intelligence naturelle, c'est-à-dire tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont nés, tels qu'ils ont vécu, et après ils ont été transformés par un peuple qui les a asservis pour devenir des vaisseaux spatiaux. C'est pas un truc extrêmement original, mais moi ce que j'avais envie de raconter, c'était au départ, j'avais imaginé ce vaisseau parce que je voulais un vaisseau qui sorte de l'ordinaire pour la débusqueuse de monde. Et après, il a fallu lui créer une histoire à ce vaisseau parce qu'il fallait quand même comprendre comment cette créature qui était née dans l'espace était devenue un vaisseau qui était habitable. Donc, ça a été un enchaînement comme ça. Mais effectivement, à l'arrivée, c'est l'histoire que tu veux raconter qui va te faire construire, en tout cas pour moi c'est comme ça que je construis mes créatures. Mais du coup, la question, pareil, pour vous deux, est-ce que l'intérêt ou l'excitation ou le piment littéraire de créer des espèces extraterrestres, c'est plus ou moins attaché à une forme de véracité scientifique? Est-ce qu'on cherche à trouver, ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment une porte ouverte complète à l'imaginaire où on se permet toute forme de création et de modification des conditions du vivant? En ce qui me concerne, il y a un petit peu des deux, mais je dirais que je me suis complètement libérée d'essayer d'aller vers des bases scientifiques. D'abord parce que je n'ai pas le bagage pour le faire, ni l'entourage pour m'aider sur ce plan-là. Et que, en revanche, mes histoires sont vraiment des histoires au niveau de l'humain et souvent un peu politiques, voire carrément politique. Donc, pour moi, c'est pas forcément En revanche, au niveau spatial, au niveau du temps, au niveau des distances, j'essaye d'être le plus juste possible. En fait, ça va pas être tellement au niveau des espèces, mais plus au niveau de l'environnement. Là, au niveau des écosystèmes, j'essaye de faire des choses cohérentes. C'est-à-dire que, pour revenir, Daniel, ce qui est plus intéressant finalement dans la constitution de nouvelles espèces, c'est de penser, comme Le Guin, etc., de nouvelles formes d'organisation sociale? Oui, parce que moi, je suis principalement écrivaine pour la jeunesse, moi, quand même. Donc, mes premiers romans, dès le début, ont été pour des ados. Donc, j'ai toujours ça en fond. D'abord, j'ai adoré mon métier d'enseignante. J'ai été prof de lettres pendant 40 ans. Et j'ai rencontré énormément de classes autour de la science-fiction. Et c'est pour eux, quelque part, que j'écris. J'écris pour les adultes aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai rencontré une classe, là, par exemple, avant-hier, hier, je sais plus, une classe de 3e, on a passé 1h30 absolument délicieuse à échanger. Moi, c'est ça, pour moi, la science-fiction. Si vous voulez, c'est un vecteur de transmission, de réflexion, de tas de choses, mais c'est pas simplement être tout seul dans son petit coin à se créer son univers et à s'y plaire et à ce que tout le reste de l'univers s'en fout complètement. Moi, ce que je veux, c'est principalement donner envie à d'autres de réfléchir sur ces sujets-là. Et en priorité pour moi, la jeunesse, les jeunes.
Je pense que si on initie des jeunes à ce genre de réflexion, alors tout ce que tu as raconté tout à l'heure, pour moi, c'est complètement... moi qui ne suis pas scientifique pour un sou, il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais ça me fascine. Mais ça peut être du coup un autre usage complémentaire de celui que tu suggères, d'utiliser la science-fiction pour initier un dialogue avec, mettons, la jeunesse et le lectorat, tout le lectorat en général. Mais on peut initier ce dialogue sur tout un tas de bases qui sont des bases sociales, politiques ou d'organisation ou de comment ce monde a été créé. Enfin, tout un tas de bases, que j'appellerais, disons, littéraires dans un sens très large. Mais ça peut être sur des angles scientifiques. À la limite, que le monde soit cohérent ou pas, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Qu'on ne soit pas incrédule, qu'on ne dise pas mais c'est n'importe quoi ce qui est raconté là. Donc il y a un minimum de cohérence, ça c'est intrinsèque à la science-fiction, je pense, mais on peut se permettre des licences poétiques. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut. Vous êtes les autrices, merde, je fais ce que je veux dans le monde que je crée. Mais de l'autre côté, comme scientifique, ça peut être une autre façon d'utiliser ces mondes-là, pas pour les critiquer, au sens de dire oh là là. Luce, là, franchement, c'était très mauvais, ces éléments scientifiques, ou Daniel, c'est pas le point, mais c'est de s'en servir comme point de départ de questionnement. C'est-à-dire, est-ce que je peux d'abord essayer de tester la profondeur de cohérence du monde? En général, elle sera beaucoup plus faible que le réel, mais ça permet de se poser des questions sur ce monde, d'essayer d'en tirer des informations qui ne sont pas données par l'auteur ou l'autrice. Est-ce qu'avec les éléments qui sont donnés, et peut-être involontairement, mais parfois aussi volontairement, je ne peux pas déduire des choses, faire une sorte d'enquête sur ce monde pour le faire parler plus que ce que le texte m'en dit. Et d'ailleurs, quand tu fais des discussions sur ces textes-là, j'imagine, ils parlent sur des organisations sociales et donc en retour sur notre monde. Et bref, ils parlent plus que ce qui est montré physiquement dans l'action, enfin pratiquement dans l'action. Et donc là, moi, j'utilise beaucoup l'angle, évidemment scientifique, mais pour tester le monde, pour comprendre finalement par ces mondes bizarres, retourner sur notre monde. Comment ça se compare à notre monde? Quels éléments est voisin de notre monde? Qu'est-ce que ça m'évoque, un extraterrestre comme si? Est-ce que ça n'évoque pas des êtres sur Terre qui ressemblent un peu, mais pas vraiment non plus? Et donc on voit, je dis par exemple un exemple dans Avatar, je dis Avatar parce que c'est un film qui est très connu, il y a des êtres macroscopiques à 6 membres qui se déplacent comme des espèces soit de gros herbivores ou de prédateurs. Et après on se dit, mais est-ce qu'il y a des êtres sur Terre qui ont 6 membres? Les enfants, il faut qu'ils se posent des questions. Qui est-ce qui a 6 membres sur Terre? Alors ils réalisent que c'est que les machins grouillants, les arthropodes, les insectes, les machins comme ça, et ils ont 6 membres. Il n'y a pas d'être gros à 6 membres. Mais sinon on avait 6 membres, alors comment ça se passerait? Comment on accroche 2 bras de plus? Les bras ils sont accrochés comment? Il y a tout un merdier là, donc je peux pas juste les mettre là, quoi. C'est pas un machin qui pend, quoi. Enfin, sinon c'est pas un bras, donc il faut une articulation. Enfin, et là ils réalisent que du coup ça devient d'un coup très compliqué. C'est la structure interne d'un être avec squelette interne. Peut-être après tout il y a peut-être des squelettes externes. C'est justement c'est marrant, les arthropodes c'est que des squelettes externes, c'est articulé comme les Playmobil. Enfin voilà, donc c'est les Playmobil. Pourquoi ça marche comme ça? Et à la fin finalement on est parti d'un truc de science-fiction, puis on est en train de parler du monde en fait, de notre monde. Et c'est cette discussion là que j'apprécie aussi. Pour aller finalement dans le sens de Daniel, c'est ça qui est génial de la science-fiction, c'est que ça initie des discussions sur le monde, sur l'histoire, et en fait finalement sur notre monde. Pour moi c'est à ça que sert la science-fiction. En fait, finalement, c'est de parler de nous par un truchement aussi. D'ailleurs, c'est ce que fait Star Trek, finalement. En même temps, en projetant une vision un peu utopique de notre monde. Et puis, c'est un peu dans cette lignée-là que je m'inscris aussi, personnellement. C'est comme ça aussi que je vois la science-fiction, parce que je suis très attachée à la science-fiction positive, à donner envie de futur. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop, surtout à un moment, de romans de science-fiction et de films d'ailleurs, qui nous donnaient plutôt envie de repartir dans le passé. Faut dire ce qui est. On nous propose des futurs qui sont effrayants. Et sans tomber dans l'utopisme, sans tomber dans le mièvre, on peut proposer quand même des futurs qui soient un petit peu plus sympas. Mais c'est intéressant parce que si tu cites Star Trek, c'est vrai que chez Jane Roddenberry, l'extraterrestre n'est plus menaçant, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est quand même globalement vers une fédération qui est en paix et avec une volonté de transformer un peu le rapport à l'extraterrestre, parce que pendant très longtemps, l'extraterrestre, c'est un autre visage du monstre, c'est un miroir déformant de l'humanité, c'est quelque chose, c'est l'autre titre qui aurait pu être celui d'aujourd'hui, c'est pourquoi sont-ils si méchants? C'est les envahisseurs, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui on a changé un peu, Daniel, de paradigme, est-ce qu'on a moins envie d'avoir des extraterrestres qui ressemblent à Alien et plus d'extraterrestres qui ressemblent à Avatar?
C'est ce que j'essaie, moi, de développer chez mes jeunes lecteurs. J'essaie de leur faire comprendre que, bon, si j'ose dire, des monstres, on en a plein partout, là. Alors donc, essayons de voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut imaginer de différent. Et il y en a un des ados que j'ai vu avant-hier, là, qui m'a dit « Donnez-moi envie de lire un livre jusqu'au bout ». D'accord, Daniel. Ok. Qu'est-ce que tu vas lui répondre à celui-là? D'abord, je vais commencer par lui dire, lis un des miens. Écoutez, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et la prof qui était présente a dit, tu vois, je te l'avais dit, hein, lis un de ces livres, tu iras peut-être jusqu'au bout. Alors donc, mais c'est vrai. C'est pas facile de déclencher cette envie d'autre chose. Parce que lire de la science-fiction, c'est vraiment se lancer dans autre chose, quoi. On n'est pas habitué à vivre avec des décors comme ce qui est imaginé dans les films, on n'est pas habitué à tout ça. Alors, il y a des gens qui n'adhèrent jamais, hein. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, alors moi, je risque pas de lire tes bouquins, de toute façon. Je déteste ça. Vous n'aimez pas du tout la science-fiction? Moi, je suis dans l'immanence totale et je ne suis pas dans la transcendance. Oui. Ah oui, alors là, pas du tout. Ouais. Il y en a d'autres qui ne lisent pas de science-fiction? Oui, c'est ça qui est intéressant. Je dirais, on connaît bien. C'est le pivot, en tout cas, de ce festival, néanmoins. Soyez au courant. Au cas où. On risque de parler un peu de ça dans les heures à venir encore. Mais vous avez bien raison d'être là, en tout cas. Ah oui, mais on ne critique bien que ce qu'on connaît aussi, hein. Alors donc, je sais plus où on en était. Mais c'est pas très grave. Oui, j'en ai plein d'autres sous mon coude. J'ai plein d'autres titres ratés aussi, éventuellement. Non, je peux en inventer plein. Non, Roland, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on voit bien, et puis on pourra continuer à en discuter, des sociétés extraterrestres qui sont des organisations différentes, qui nous renvoient encore une fois en miroir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans la nôtre. Moi, j'aurais bien aimé t'entendre aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi pousser et aller dans les retranchements des limites de notre imagination. C'est-à-dire que si on va très très loin de l'anthropomorphisme, on peut imaginer d'autres formes de vie, s'en éloigner, d'aller vraiment dans quelque chose dans la radicalité, qu'elle soit végétale, biomécanique. Moi, par exemple, un des extraterrestres que j'adore dans la science-fiction, c'est celui de The Thing de Carpenter, qui est radicalement différent de nous et qui en même temps nous ressemble énormément. Enfin, j'aime bien cette dualité dans ce monstre-là, mais c'est un monstre. C'est vrai que du point de vue des scientifiques, alors ça peut être aussi, puisqu'il s'agit d'extraterrestres, ça peut être du point de vue des biologistes ou des chimistes ou des biochimistes, c'est évidemment d'essayer d'imaginer des êtres qui soient des êtres vivants qui soient radicalement différents des êtres que l'on peut connaître sur Terre, qui eux-mêmes d'ailleurs ont une variété si grande qu'en fait, avec nos connaissances habituelles, on en ignore la plupart. Il y a des êtres tout à fait étonnants sur Terre dont on ne connaît même pas l'existence. Enfin, je parle pour nous du commun qui sont éventuellement, enfin, sauf s'il y a des grands biologistes ou des grandes biologistes dans la salle. Voilà, il y a des êtres incroyables dont on peut ignorer l'existence parce qu'on n'est simplement pas au courant de leur il y en a des études. C'est véritablement fascinant. Il y en a qui sont fascinants. Ne serait-ce que le tardigrade. Voilà, le tardigrade. Mais là, il y a une certaine, le blob. Alors, ils ont une certaine publicité, donc on les connaît, oui, on en a plus entendu parler. Mais voilà, ce type d'être-là, je pensais à cela. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait construire un extraterrestre et construire un écosystème, c'est de trouver un truc vraiment, enfin, essayer de faire original, plausible, parce qu'on veut que ça soit cohérent, qu'il y ait un minimum de cohérence, éventuellement qu'on fasse une cohérence aussi poussée que possible, mais qui soit très bizarre. Alors ça, il y a des auteurs de science-fiction, plutôt dans la hard science, qui se sont plu à ça. Je pense par exemple à Robert Forward, qui a imaginé des êtres vivants à la surface d'une étoile à neutrons, qui s'appelle les Sheila. Alors ça, c'est des conditions un peu compliquées, la surface d'une étoile à neutrons, parce que la gravité, c'est déjà des millions de fois la gravité de la Terre. Donc vous voyez, déjà, il faut avoir une certaine résistance mécanique, mais ces êtres-là sont tout petits, leurs tailles sont millimétriques, ils sont intelligents, et leur processus de vie, les processus métaboliques, ne sont pas fondés sur de la chimie, mais sur des réactions nucléaires. Alors du coup, ils vont beaucoup plus vite, parce que les réactions nucléaires mettent en jeu des énergies beaucoup plus grandes, les échelles de temps sont beaucoup plus courtes, typiquement 100 000 fois plus courtes, 1 million de fois plus courtes, et donc on a des êtres, quand ils
se passe 1 seconde pour eux, il s'est passé 1 million de secondes pour vous. 1 million de secondes, c'est en gros 10 jours. Et donc, non, mais 100 jours. 10 jours, Non, ça 10 fait jours. 100 000. Non, 10 jours, c'est 100 000 secondes. Donc, Non, 1 million de secondes, c'est 11 1 million, jours. c'est 1 million de secondes, c'est 11 jours, sûr. 1 million de De secondes, secondes. c'est 11 jours. Mais non, c'est 86 400 secondes par jour. Non, c'est 86 400 secondes par jour. 10 fois ça, ça fait environ 100 000. Donc 1 million de secondes, c'est 100 jours. Le compte... Le compte est bon. Oui, moi, Hein, personnellement, il y a en tout des cas- questions que et je ne me maintenant, suis jamais lettres. posées. Là. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est pour dire que ces êtres, dans des fractions, ce qui pour nous apparaît des fractions de secondes, eux, il s'est passé plein de choses pour eux. Et donc, il y a des changes qui se produisent, blablabla, et c'est rigolo. Après, la difficulté dans des êtres qui sont si radicalement différents, alors ça, c'est pour aller dans le sens de l'anthropomorphisme, c'est que du coup, c'est quoi la psychologie de machins qui vivent à base de physique nucléaire? C'est pareil, Gregory Benford a fait imaginer des trous noirs pensants, alors, ou alors le nuage noir de Hoyle. Alors, c'est quoi la psychologie de ce genre de truc? C'est assez compliqué. Alors, il y a d'autres situations, par exemple Peter Watts dans Vision aveugle, ou alors lui, là, il met des extraterrestres aussi compliqués, quoi. Enfin, vraiment, ouais, c'est compliqué. Les humains, d'ailleurs, qui vont examiner cet extraterrestre sont eux-mêmes des humains déjà compliqués. Donc, il y a des extraterrestres radicaux. Et la difficulté, après, c'est de les rendre compréhensibles par les humains, même s'ils sont radicalement différents dans leur fonctionnement, dans leur écosystème, dans leur rapport au monde. C'est pour ça que pour raconter une histoire, on est quand même. Moi, je vois il y a toujours plus ou moins des extraterrestres, pas généralement pas hostiles, des fois hostiles aussi, mais souvent l'hostilité chez moi, dans mes écrits en tout cas, se base sur l'incompréhension ou l'impossibilité de communication. Et effectivement, j'ai imaginé des créatures, entre autres des créatures qui étaient complètement énergétiques, entre autres dans le champ des Fenjik, et qui sont des voisins d'un des peuples, des voisins considérés comme belliqueux, mais bon, en fait, ils sont belliqueux que si on s'approche de leur planète et qu'ils se sentent en danger eux-mêmes. Mais il n'y a pas de possibilité de communication vraiment avec cette espèce. Ils en ont tous bien conscience parce qu'ils sont beaucoup trop différents et n'ont pas de moyens de communication. Et après, il y a la question de la reconnaissance, c'est-à-dire à la limite, on pourrait déclencher une guerre extraterrestre parce qu'on mange une salade, mais en fait non, c'est pas une salade. Bah, voilà. Donc, c'est la preuve de la reconnaissance d'un être radicalement différent comme être vivant à part entière. Sur Terre, il y a eu des problèmes. Il y a des êtres avec 2 bras, 2 jambes, une tête, tout noir, et qui étaient en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a eu du mal à reconnaître que c'était des humains. Il y a la fameuse controverse de Valladolid sur les Amérindiens ont-ils une âme, et donc est-ce qu'on peut glorieusement les écraser, ou est-ce qu'au contraire on les écrase, mais pour sauver leur âme. Donc du coup, il y a... voilà, c'est cette question-là. Alors, évidemment, c'est des miroirs, c'est des miroirs souvent de problèmes humains. La guerre des mondes de Wells, ça quand même évoque l'idée qu'on peut être complètement écrabouillé par des êtres supérieurement dotés techniquement et intellectuellement, et de la même façon que précisément les Anglais écrabouillaient les humains qui vivaient, pas Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfin dans les colonies d'Asie-Pacifique. Tasmanie, merci Jean-Daniel. Tasmanie, et donc ça, voilà, c'était pour montrer, j'imagine, à la bonne société anglaise, qu'est-ce que ça fait d'être écrabouillé par une force immensément plus puissante et qui vous considère comme quantité négligeable. Et donc ça, effectivement, on peut ne pas reconnaître un être vivant et éventuellement intelligent comme tel, parce qu'on n'a tout simplement pas la grille de lecture. Voilà. Comme dans ton roman Georges Pompidou contre les hommes araignées. C'est beaucoup vendu en Azerbaïdjan. La traduction, c'est épuisé d'ailleurs. On le retrouve plus, j'en ai trouvé la trace grâce à ChatGPT. Et d'ailleurs, j'ai vérifié en parallèle, effectivement, 10 jours, c'est bien 1 million de secondes, 100 jours, c'est 10 millions de secondes. Il y a 30... Donc, du coup, il avait raison. Il ne dit pas que des conneries. Mesdames et messieurs. Et 1 milliard de secondes, c'est combien? 1 milliard de secondes, ça, c'est 33 ans. Ouais. Pas Absolument. tout le monde dans cette salle a moins d'1 milliard de secondes. Et donc ne rigolez pas. Ouais. Et donc, c'est pour dire que finalement, les sciences ont dit beaucoup de conneries facilement. Et les garçons aussi. C'est vrai. Et donc maintenant les lettres. Alors, si vous avez on va pouvoir commencer à prendre des questions dans pas très longtemps. Peut-être un dernier tour de table. Est-ce
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, je pense à des fictions assez récentes. Roland disait tout à l'heure, maintenant c'est un bond tous les 300-400 ans. On sait tous dans cette salle que dans 400 ans, les trissolariens arrivent et on est foutus. Ça nous pend au nez. Je sais par où ils vont arriver. C'est-à-dire, je peux... Le rond-point à Montargis, quand tu prends sur la N4, non, alors, juste après la foire fouille. Avant d'aller par là, voilà ma suggestion, si les extraterrestres veulent envahir le système solaire. Comme c'est assez long le voyage, on va les voir arriver. Enfin, s'ils ne font pas de précaution, on va les voir arriver. Ah, ils arrivent, donc on a le temps de se préparer et de quoi que ce soit. Les gars, ils viennent, il faut se méfier. Ils savent voyager entre les étoiles et nous, non. Donc ils ont de l'énergie, beaucoup. Et donc il faudra se méfier. Il faut se poser des questions sur pourquoi ils viennent. Alors, en tout cas, s'ils ne veulent pas être vus, comment ils font? Je vous recommande cette technique-là. Dans le système solaire, je vais aller vite. Dans le système solaire, il y a le Soleil, évidemment, et la Terre, d'autres planètes, mais on les oublie. Et il y a des points d'équilibre de la gravité, Soleil, Terre et de la force centrifuge, ce qu'on appelle les points de Lagrange. Il y en a 5. Et il y en a un, notamment, qui est exactement opposé de la Terre par rapport au Soleil. C'est là où on a imaginé pendant un temps qu'il y avait l'antiterre. Un truc qui est là, mais qu'on voit jamais, c'est pratique, comme ça on peut pas vérifier que c'est pas là. Alors, c'est pratique. Et évidemment, l'antiterre, alors après on s'est rendu compte que l'antiterre ne risquait pas d'exister, parce que de toute façon, ce point-là n'est pas un point d'équilibre stable. Au bout d'un certain temps, ça part, mais la durée caractéristique d'éloignement de la position d'équilibre, c'est une centaine d'années. Donc ce qu'il faut, comme cet antipoint-là, ce point de Lagrange dit de Lagrange L3, il est opposé au Soleil, enfin opposé à la Terre par rapport au Soleil, il suffit d'arriver en étant toujours... en visant toujours ce point, et en notant, donc la Terre ne vous voit pas arriver, vous mettez votre flotte d'invasion là, vous mettez 200-300 ans pour l'accumuler là, elle n'a pas le temps de se barrer par les instabilités naturelles, et après vous bondissez sur la Terre, il n'y a plus que 2 unités, le diamètre de l'orbite, il n'y a plus que 300 millions de kilomètres à faire, ce qui se fait rapidement, parce que vous avez fait des milliards de kilomètres, des milliers de milliards de kilomètres, et vous attaquez la Terre d'un coup. Voilà ma recommandation. Donc je suggère des plans, en fait, que font les agences spatiales. On devrait avoir un observatoire permanent qui regarde L3, qui est ailleurs et qui regarde L3 en permanence au cas où. D'accord. Et encore une fois, donc s'il y a des espions extraterrestres, c'est le voilà. Vous envoyez un petit message. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Daniel? C'est pas vraiment une question, mais c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, surtout quand tu as commencé à parler du nuage noir. Bon, tu disais que le nuage noir mettait un certain temps à réagir. Et je me suis dit, mais c'est normal, il vit dans un temps long, puisqu'il doit survivre à un parcours de plusieurs années-lumière. Et ensuite, avant que tu décides, j'ai pensé aux extraterrestres, enfin, merci, j'ai pensé aux créatures de... c'est l'étoile neutronique de Forward qui est très accélérée. Et je me suis dit justement que peut-être les extraterrestres étaient déjà sur Terre, mais qu'on ne les avait pas vus arriver parce qu'ils avaient mis trop de temps. Et j'ai repensé l'association d'idées au début de l'invasion des profanateurs, le roman de Jack Finney, Graines d'épouvante, Body Snatchers, etc., où ce sont des cosses qui arrivent sur Terre, qui s'implantent, et puis après, bon, ils imitent les humains, etc. Et moi, je me dis, tout simplement, peut-être que les extraterrestres sont déjà là, qui sont incroyablement... Ils ont une longévité incroyable, et ce sont tout simplement des arbres. Bien sûr, ou les montagnes qui sont parmi nous, qui grandissent lentement. Qui nous observent à leur rythme, qui prennent des notes, qui Ouais. communiquent avec leur base, je ne sais pas comment, Ouais. peut-être avec les mouvements de leurs feuilles. Et là, en ce moment, avec ce qu'on est en train de faire à la forêt amazonienne, on va vite se retrouver en quarantaine. Ouais. Ou alors envahi par les arbres. D'autant que les arbres finissent par nous bouffer. Ah bah oui, ouais. Oui, donc donc ces questions-là de temporalité sont intéressantes. Ça permet aussi de réaliser comment on pense. C'est-à-dire que si d'abord l'être dont tu parlais du nuage noir, il doit se déplacer entre les étoiles. Donc on imagine, ça lui prend du temps. Donc il faut qu'il ait une temporalité, une persistance dans son être sur des millions d'années sans doute, enfin des milliers. Et sans doute. surtout une perception du temps qui n'est pas à l'échelle de la nôtre, confèrent les créatures. Exactement. De Et c'est Robert aussi Forward. sans doute parce que si il a des signaux, j'appelle ça signaux, ça pourrait être nous dans notre cerveau des signaux électriques, des signaux qui circulent dans son être, dans son cerveau, quoi que ce soit qui lui serve pour penser, et bien ça prend du temps parce qu'il a une très grande taille. Donc du coup les échanges se font lentement. Nous on a un cerveau qui est relativement petit, donc les échanges vont assez vite. D'ailleurs les sens pratiques, le sens essentiel qui sont les yeux, ils sont juste branchés sur le cerveau, enfin ils sont juste à côté quoi. Et donc ça permet d'avoir une pensée, disons, raisonnablement rapide. Et si on devait discuter les dinosaures par exemple, c'est compliqué. Un dinosaure, vous mettez un coup de latte dans la queue du dinosaure, il fait 40 mètres de long, du brontosaure, 40 mètres de long, putain on m'a laté.
Et la queue, elle revient, quoi. Donc vous pouvez te mettre un coup de latte et partir. Si vous êtes assez rapide, vous ne risquez rien. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient un renflement. On parle souvent de second cerveau. C'était pas un cerveau, mais ils avaient un renflement dans la moelle épinière au niveau de ce qui nous serait vers le bas du dos, pour servir de centre de commande secondaire d'une certaine façon, pour que les réflexes n'abattent pas. Parce que je dis, la vitesse est 40 mètres par seconde à peu près dans l'influx nerveux dans notre corps, donc ça va assez vite du bout du doigt au cerveau, mais quand on fait 40 mètres de long, ben, il faut que ça arrive, oh là là, on m'a tapé, boum. J'ai connu des humains comme ça. Oui, oui, il y en a aussi. Ils étaient tous hommes politiques. Pour prendre, pour prendre un exemple y entrer à une actualité récente, rappelez-vous le porte-container qui a démoli le pont à Baltimore. Un truc massif comme ça, Ah ben ça s'arrête pas. on n'improvise pas le pilotage. Non. Il faut penser longtemps en avant. Ça c'est l'inertie, ça s'appelle l'inertie en physique, oui, c'est ça. Oui, bonjour, merci, c'était drôle. C'est le but aussi. Ouais. Non, il y a quand même deux figures d'extraterrestres très contemporains que j'ai vu apparaître que de manière sous-jacente. Le premier, c'est celui de Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qu'on retrouvait d'ailleurs chez Arthur C. Clarke dans les suites de 2001, c'est-à-dire, en gros, c'est des formes de vie qu'on peut potentiellement découvrir, et on a dépassé l'idée de la superintelligence. Et c'est quand même celle-là que potentiellement, par exemple sur Europe, qu'on pourrait potentiellement un jour ou l'autre trouver, qui ressemblerait potentiellement aussi à celle du fond des océans. Donc celle-là, on n'en a pas du tout parlé. Or, elle me semble quand même repointer son bout de nez, si on peut dire. Je ne sais pas s'il y en a un nez. Et la deuxième, qui était sous-jacente parfois, c'est la figure métaphorique du migrant. En fait, il y a Elohim de Laurent Klotzer, il y a les Égiaphones de T. Petersen de Saul Pandélakis, et sur un registre plus noir, il y avait déjà le District 9 de Bankampf, en fait. Et ça, c'est une figure qui est très très importante, à mon sens, en termes de science-fiction, parce qu'elle a une dimension philosophique, elle a une dimension de décalage, et elle parle. Voilà. Et ces deux facettes de l'extraterrestre me semblent avoir été plus ou moins légèrement évoquées, mais il me semble que c'est important d'insister parce qu'elles sont très contemporaines et très différentes de celles d'il y a une cinquantaine d'années, me semble-t-il. Mais de toute façon, dans l'extraterrestre, il y a l'autre. À partir du moment où on construit des extraterrestres, c'est un peu comme les X-Men. Je veux dire, on a des personnages qui sont automatiquement différents de nous et on va parler forcément d'ostracisme et de racisme sous une forme ou une autre, et de la difficulté. Je veux dire, quand on parle de difficulté de communication, c'est ça aussi, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. L'extraterrestre, à un moment, c'était simplement ce qui n'était pas blanc, pour nous en tout cas, en tant que blanc. Et je pense que c'est de ça qu'on parle. En tout cas, moi, quand je dis que mes livres de SF sont très politisés, c'est parce que justement, la différence est au centre, et la difficulté d'apprendre et d'appréhender la différence et d'accepter la différence est au centre. Pour l'extraterrestre, non, effectivement, on a souvent tendance à imaginer l'extraterrestre comme intelligent. La vie, c'est bien autre. Enfin, il n'y a pas que de la vie intelligente. On l'a tous en tête, c'est bon. Oui, ça. Et il y a aussi le nouveau gouvernement. Non. Il y a aussi des êtres microscopiques ou des êtres qui font des trucs et on ne comprend même pas ce qu'ils font. Enfin voilà, donc je suis d'accord. Tu faisais référence à Becky Chambers, mais c'est ça, c'est des êtres qui sont des êtres vivants, qui font des choses et dont on ne comprend pas. Mais ça peut être aussi l'océan de comment ça s'appelle, Solaris, voilà, l'océan pensant. Enfin voilà, il y a des formes de vie dont on ne peut même pas jauger de l'intelligence a priori. Et il n'y a pas que de la vie intelligente. S'il y a de la vie dans l'univers, il n'y aura pas que de la vie intelligente. Il y aura peut-être de la vie supra-intelligente, on ne sait jamais. Oui, d'accord. Bonjour, rebonjour. On court après les extraterrestres. Mais il n'y a qu'à demander aux Américains. Ils connaissent. Ils en ont capturé. Rappelez-vous la supercherie de Rockwell. Ça s'est passé il y a
il y a plus de 50 ans. Oui, c'est une supercherie, justement. Donc, Ah bah oui, mais ils avaient capturé, ils nous avaient raconté que bah ils oui, les avaient ça- interrogés, ils avaient tout, oui, mais tout ça, le cinéma bon, c'est américain comme d'habitude, quoi. Oui, bien sûr, bah, ça arrive, hein, les gens qui inventent des histoires ça arrive. marrantes. Il y a des auteurs de science-fiction, puis aussi des... Oui, mais ils nous ont quand même complotistes. fait prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Ils continuent d'habitude, Ouais, comme mais ça, d'habitude, ils c'est- continuent, quoi. Alors, Les je veux- Américains. Je dirais que contrairement aux arnaqueurs de tout poil, les auteurs de science-fiction n'ont pas pour but de vous faire croire les choses. Ils vous invitent à imaginer autre chose, mais ils ne vont pas vous faire croire que ce qu'ils écrivent est réel. C'est dans le titre, d'ailleurs, science-fiction. Ça veut dire, il y a quelque part, on a inventé les choses, quoi. C'est pas un mensonge. C'est ça qui est bien la science-fiction, contrairement aux fake news, c'est qu'elle avance pas masquée. Elle vous dit, ceci est une fiction, mais je vais la rendre suffisamment cohérente et crédible pour que vous puissiez la lire avec plaisir, que ça vous divertisse et qu'éventuellement vous en tiriez quelques informations sur notre monde. Ça vous enchaîne des réflexions. Alors que dans les fake news, c'est très exactement l'inverse. On vous explique que tout ça est vrai et qu'il faut absolument le croire. Et il y a une intention derrière, évidemment, qui est autre chose que vous divertir. Donc, en ce sens, la science-fiction, c'est vraiment génial de ce point de vue-là. Elle a l'avantage d'être honnête. Voilà, exactement. Ça remonte à longtemps d'ailleurs. Hein. Lucien, dit Lucien de Samosate, un auteur de l'Antiquité, 2e siècle ou quelque chose comme ça, avait écrit un texte qui s'appelle Histoire véritable. Pour se moquer, en fait, c'est un texte aussi très amusant, on peut le lire encore maintenant, en étant amusé par la façon dont c'est raconté. Bien sûr, c'est le premier qui raconte un voyage, enfin, dont on a la trace, qui raconte un voyage dans la Lune sur un vaisseau qui est emporté par une tempête et qui se retrouve sur la Lune. Donc, vous voyez, on ne s'embarrasse pas de détails techniques pour aller sur la Lune. Mais l'idée de ce bouquin, qui est très intéressante au début, il l'explique très intelligemment au début, il se plaint de tous ces géographes, de tous ces gens qui racontent des choses extraordinaires qu'ils ont vues dans des mondes lointains. Évidemment, c'est facile de raconter, vous avez vu des rhinogrades ou des dahus dans des mondes lointains que vous avez explorés, mais que vous n'avez pas vus. Mais moi, je vais vous raconter, d'ailleurs, donnez-moi 10 roupies et je vais vous expliquer comment ça se passe là-bas. Et donc, on peut en parler sans crainte d'être contredit, parce qu'on place ça loin. Voilà, mais ça reste sur Terre à l'époque, mais on passe ça loin dans l'espace et dans le temps. Et donc, ce que fait Lucien, il explique, eh bien, toutes ces œuvres-là, c'est des fadaises. Et mon bouquin, il est plus intéressant que ces bouquins, parce que dans mon bouquin qui ne raconte que des fadaises, il y a au moins une vérité que je vous énonce. Tout ce que je vous raconte après sont des fadaises. Voilà. Et donc, voilà, il y a cette idée-là qui est dans la science-fiction. C'est le impact, ça marche pas, mais on va vous intéresser au monde avec ça. Tu es en train de nous dire que le point commun entre les autoristes de science-fiction et les personnalités politiques, c'est que c'est des gros menteurs. Oui, mais il y en a qui n'avancent pas masqués, voilà. Et qui font ça pour votre élévation intellectuelle, là où d'autres font ça pour Autre chose. d'autres choses. D'autres questions Oui. Ah, le micro est derrière. Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui. Absolument. Je n'ai pas lu de livre de science-fiction, ça part à 25 ans, quelque chose sur l'intelligence artificielle qui m'a montré les bénéfices, mais aussi les risques. Par contre, j'étais intéressé par les BD de science-fiction. Donc il y a 10 ans, j'ai décidé on va étudier un peu le système, le truc OVNI et contacté. Pardon. J'ai dit, il y a 10 ans, j'ai essayé d'étudier les ovnis et les contacter. Or, aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Internet, et si vous tapez, par exemple, les 10 plus fameux contactés qui existent, il y a des gens qui disent « je suis en contact avec des extraterrestres ». Donc, comme moi j'ai un aspect scientifique, je ne sais pas comment discerner cette information. Donc, j'ai pris l'intelligence artificielle et j'ai demandé comment vous aborderiez ce problème si quelqu'un vous dit, voilà, je suis en contact avec des extraterrestres qui expliquent dans leur civilisation avancée, ils ont l'intelligence artificielle intégrée qui a même une conscience. Donc j'ai posé cette question à une intelligence artificielle et on a une réponse très détaillée. Et aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on peut avoir des informations qu'il va nous falloir des vies complètes à étudier. Et on a un résumé qui nous permet de comprendre que, par exemple, en France, on a le cas des humites. Il y a humite.org, c'est donc des extraterrestres qui sont arrivés sur la Javie en 1965. On va pas se refaire tous les extraterrestres et tout. Il faut faire attention aux intelligences artificielles. Par exemple, Luce l'explique très bien dans son livre Ma cuisine santé. Et
Je vais pas me lasser de ce gag. C'est peut-être la question qu'on peut se poser, c'est, enfin, je veux dire, s'ils étaient là, est-ce qu'on le saurait? Vous avez 3 heures. Luce. À mon avis, on le saurait s'ils le voulaient. Après, je veux dire, si on a des extraterrestres qui sont venus jusqu'à nous, qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent pas, bon, effectivement, on parlait des arbres, c'est effectivement, ça peut être aussi des microbes. Hein. Ils peuvent être totalement immatériels. Soyons fous, parce que je veux dire, traverser l'espace, il faut énormément de temps, il faut énormément d'énergie. Donc, ils peuvent, en supposant qu'ils soient semblables à nous, ça demanderait effectivement qu'ils nous soient extrêmement supérieurs. S'ils sont pas semblables à nous, effectivement, ils peuvent être là, on ne le sait pas, et puis on vit en symbiose sans s'en rendre compte. Moi, je pense que effectivement, s'il y a des extraterrestres parmi nous, il faut déjà qu'eux initient le contact, si on veut le savoir, parce que sinon. Voilà, exactement. Et voilà la révélation que vous attendiez toutes et tous depuis des années. Roland Lehoucq est un humite. Daniel ? Quand un auteur entre dans une librairie, très souvent, il cherche si ses livres sont là. Ça peut paraître très outrecuidant, mais c'est vrai. Moi, quand je vais dans une librairie, je regarde par curiosité si mes livres sont en rayon. Je pense que si des extraterrestres venaient, ils regarderaient aussi s'il y en a d'autres qui sont là. Hein, ils chercheraient peut-être s'il va y avoir de la concurrence, etc. Je ne sais pas ce que des extraterrestres feraient si vraiment ils débarquaient sur Terre, mais quelque part, ça me semblerait presque normal qu'ils cherchent s'il y en a déjà eu qui sont venus, s'il y en a qui sont en approche, ou etc. Pourquoi ne pas imaginer qu'ils sont exactement comme moi quand je rentre dans une librairie et qui se dit, voyons voir, ils connaissent Daniel Martinigol ici ou pas ? Et eux, ils arriveraient et ils n'essaieraient pas de dire, voyons voir, il y a quelqu'un dans notre genre qui est déjà venu ici ou quelqu'un qui en approche. Je pense qu'ils essaieraient. Ça implique un certain anthropomorphisme déjà. Oui, oui. Et puis ça dépend de la raison pour laquelle ils sont là. Oui. C'est vrai, on a parlé des immigrés, on a parlé des supposons que ce sont des fugitifs dans ces conditions, quelle que soit la forme de, je veux dire, la forme de vie. Hein. Leur intérêt, c'est de passer sous le radar. Surtout s'ils ont déjà été persécutés d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils ont été obligés de quitter leur planète parce que peut-être qu'ils l'ont même détruite. Ils ont peut-être intérêt justement à faire extrêmement profil bas. Oui. Je veux dire, il faut arrêter de penser que des extraterrestres vont penser comme nous, vont ça, c'est sûr. Vont être. Moi, je pense que c'est une des choses que en tout cas que je reproche beaucoup au cinéma américain, c'est que finalement, on imagine l'extraterrestre comme étant finalement. Justement, l'envahisseur, après tout, les Américains, c'est les premiers envahisseurs. Hein. Ce sont des descendants d'envahisseurs, donc il y a un modèle bien ancré, là. Puis parfois, il y en a qui viennent avec leurs robots géants pour protéger la planète bleue de l'invasion des forces de Vega, et on est content de les avoir avec nous. Bref. Oui, ça aussi, c'est très américain. Voilà, c'est japonais en l'occurrence. Mais malheureusement, on arrive au terme de cette discussion. Il est 10h59. Bah oui, non, mais en plus, si c'est Shem-là, on en a pour 3 heures, donc non. Pas déconner. Merci beaucoup aux humains et aux extraterrestres dans la salle.